Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Je me présente, Gabrielle Caron, en compagnie de mon amie et co-animatrice Evelyne Ferron, bonjour! Et aujourd'hui, Evelyne, on va parler de quoi? Ben, tu voulais parler depuis un bon bout de temps d'hygiène dans l'histoire, sujet croustillant et odoriférant. Oui, vraiment. En fait, j'ai l'impression que c'est tout le temps moi qui choisis tous les sujets, puis toi, t'es juste comme, ben oui, pas trop, allons-y. Quand c'est des sujets le fun, oui. Je voulais parler d'hygiène depuis longtemps parce que je trouve, tu sais, il y a plein de séries télé qui existent, il y a plein de livres aussi que j'ai lus qui se passent évidemment dans plein d'époques différentes. Puis des fois, je trouve que c'est comme glorifié. Tu sais, mettons qu'on prend là la série télé Versailles, où tout est beau, les beaux costumes, les belles robes, mais ce qui se cache en dessous. C'est ça. Quand t'apprends après ça qu'il y a des gens qui prenaient leur bain une fois dans leur vie, ça remet en perspective les coulisses peut-être dont on n'est pas toujours témoin. Fait que c'est pour ça que je voulais parler d'hygiène at large. Hygiène, moi, que j'apprécie, en fait. Je suis une fille qui aime être propre. Oui, c'est ça. J'ai bien insisté sur le propre. En roulant les deux. Oui. Tu sais, moi, mettons, là, souvent, quand je repense à quelle époque j'aimerais vivre, j'ai un petit penchant pour la cour de Louis XIV, mais je me dis toujours, c'est ça, là. Pas tant parce que je suis une grande fan de douche. J'aime la douche, j'aime me brosser les dents, j'aime le désodorisant. Grande fan. Ah, t'aurais été désodorisée à la Cologne française. Moi, vraiment, ce serait pas mon choix. Justement, entre autres, pour ce genre de petits détails que le cinéma masque beaucoup trop. À l'exception d'un seul film que j'ai vu où on a montré quelque chose que j'ai fait « Ah! Enfin! » Ça s'appelait La Marquise et ça se passait à l'époque de Jean Racine quand il écrivait ses grandes pièces de théâtre et tout ça. En quelle année? On est au 17e. Ouais, essentiellement 17e siècle. T'as justement une scène à Versailles où il parle à une dame avec sa belle robe et tout ça, dans une salle de bal, puis il lui dit « Mais que faites-vous, madame? » Elle est comme « Mais je pisse! » Parce qu'elle a sa grande robe, puis là, elle a pas il y a pas de toilette publique à Versailles, fait qu'elle fait juste ça dans la salle de bal. Ce qui semble avoir vraiment été le cas pour beaucoup de nobles dames qui avaient pas nécessairement de serviteurs qui amenaient le coffre sur lequel on pouvait s'asseoir, mais qui en dessous avaient une cuvette qui était un peu l'équivalent d'un pot de chambre pour faire le numéro 1 ou 2 parce qu'il n'y a pas de toilette publique à Versailles. C'est le seul film que j'ai vu où on montrait ça, puis j'avais fait « Oh! » Et ça brise tout. Ça brise absolument tout, parce qu'on montre pas justement le fait que, tu sais, les femmes, quand elles sont assises, parce que quand elles sont fatiguées, c'est qu'elles ont fait apporter leur fameux coffre qui est beau, qui est peint et tout ça, mais elles ont juste à lever ces immenses jupes-là et elles peuvent faire le numéro 2 puis ça paraît juste pas, tu sais, je veux dire, faut dire que Louis XIV, au début de son règne, faisait littéralement son numéro 2 devant les gens qui avaient le privilège d'assister à son lever. À un moment donné, c'est devenu en apparence, mais il y avait vraiment un cabinet de toilette privé pour le faire, mais au début de son règne, c'était vraiment une façon d'humilier un peu la noblesse aussi, tu sais, de dire, je suis en train de faire mon numéro 2 et t'es le plus privilégié du monde parce que tu peux me demander ce que tu veux pendant que je fais ça. Fait que, tu sais, il y a comme tout un univers qu'on montre pas, tu sais, en lien avec Versailles, mais faut dire à une époque où, parce que Louis XIV, oui, on va dire, il a pris un seul bain dans sa vie, mais immergé, mais à l'époque, on le lavait avec des serviettes chaudes imbibées d'eau et de vinaigre blanc pour l'alcool, il était pas si sale, même si pourtant sa belle-sœur, la princesse Palatine, qui est notre patineuse en chef de Versailles, qui a été, oh mon Dieu, contrainte d'épouser le frère, monsieur d'Orléans, si gay. Mais oui, c'est ça, qu'il y avait aucune inclinaison pour les madames, là. Aucune. Et elle, si costaude, allemande, tu sais, qui ne se gênait tellement pas. Quel personnage fabuleux. La princesse Palatine, honnêtement, elle est fabuleuse et elle disait qu'il sentait la vieille chèvre, tu sais. Elle osait dans ses textes dire que Louis XIV sentait la vieille chèvre. À une époque où ils étaient habitués à ces odeurs-là, donc pour qu'elle le dise, c'est assez impressionnant de voir le nombre de maîtresses qui ont supporté Louis XIV au lit, quand tu y penses. Ben écoute, moi juste quand je prends le métro puis que ça sent le swing, je suis comme « Oh mon Dieu, je veux sortir d'ici au plus vite. » Je suis prête à débarquer plusieurs stations plus tôt pour marcher jusque chez moi parce que je trouve que ça pue. Mais là, imagine une cité entière
qui sent ça. C'est ce qu'un film comme Le Parfum et surtout le roman Le Parfum ont essayé de démontrer, c'est que c'est vraiment très lourd en odeur. Faut dire aussi que les gens ont peur de l'eau. Il y a une peur viscérale de l'eau à cette époque-là qui existe depuis le Moyen Âge, qui a contribué à ça. En fait, les gens qui prenaient des bains à l'époque de la grande époque de Versailles, on va parler vraiment de l'Ancien Régime, on va parler de l'époque moderne, donc 17e, 18e siècle. On pensait que ceux qui prenaient des bains, c'était uniquement les prostituées, parce qu'elles avaient pas le choix, là. Tu sais, je veux dire, t'es à une époque où il y a pas... Bon, on commence à utiliser le condom, mais très rarement. Je veux dire, tu te mélanges à beaucoup d'hommes. Donc, c'est sûr que ces femmes-là prenaient des bains. Comment c'était les femmes les plus propres, en fait? Les femmes les plus propres de l'Europe étaient les prostituées ou les femmes qui vivaient en campagne puis qui avaient accès à des ruisseaux et tout ça pour pouvoir aller se baigner et se laver. Les plus sales, c'était ceux qui habitaient justement dans des palais comme Versailles ou dans les grandes villes comme Paris, où les accès à l'eau étaient terriblement limités. Mais comme je disais, à une époque où on a peur de l'eau. Dans les campagnes où on avait des beaux ruisseaux, c'était un peu différent, mais c'est que depuis la peste, sujet que tu veux qu'on fasse éventuellement. Oui, aussi. Mais ça, on va se le garder pour plus tard. Mais depuis la peste noire du 14e siècle, on a essayé de comprendre le phénomène de contagion. Ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont dit, mais l'eau amène les maladies, elle amène plein de choses. Donc, l'eau est porteur de ces fameux miasmes. Donc, on parlait de miasmes. À un moment donné, on va parler de spores qui rentrent dans la peau et qui rendent malade. Donc, on ne comprenait pas nécessairement le principe de la contagion dans l'air par les microparticules. Tu sais, on n'a pas encore compris le principe de microbes. Il faut attendre le 19e siècle pour entrer là-dedans. Et les gens, donc, faisaient très attention à l'eau pour cette raison-là. Ils en buvaient très peu aussi, ils avaient peur d'être malades. Alors, même avant, en fait, à Versailles, si on va à l'époque d'Élisabeth Ier d'Angleterre, les enfants en bas âge buvaient de la bière, ne buvaient pas d'eau, très faible en alcool, c'est du 2% à peu près, mais c'est parce qu'on avait compris depuis le Moyen Âge que le houblon, entre autres, aidait justement là, à tuer ce qu'on comprenait pas qui étaient des bactéries, mais empêchait souvent d'être malade. Alors, on préférait boire, en fait, quelque chose qui avait fermenté plutôt que de boire l'eau qui arrivait des cours d'eau. Mais en même temps, l'eau devait pas être très propre non plus, là. Je veux dire, il y avait pas de système d'épuration des eaux, mais mettons, tu prends la Tamise ou la Seine, là, si tout le monde allait charrier ses déchets là-dedans, effectivement, que tu veux pas boire ça, moi non plus, même aujourd'hui, je serais pas game de boire là-dedans. Tu sais, dans les rues, quand ils jetaient leur pot de chambre dans les ruelles, ben, ça s'écoulait vers quand même les cours d'eau principaux aussi. Fait que, tu sais, ouais, il y a vraiment de tout ça qui entre en compte. Mais tu sais qu'au Québec, c'est un peu le même principe. Au départ, quand tu as des très anciennes églises qui n'ont pas été incendiées, parce qu'on a quand même une histoire d'incendie pour beaucoup de nos églises, les églises les plus anciennes au Québec sont souvent pas collées sur le cimetière. Quand l'église et le cimetière derrière, c'est assez récent, parce qu'au départ, on faisait pas ça justement parce qu'on avait peur de l'eau de mort. Donc, on avait peur, en fait, que le ruissellement de l'eau dans les cimetières allait se déverser dans les cours d'eau et qu'on allait boire ça. Donc, on avait tendance à mettre les cimetières très loin, en fait, en dehors de la communauté, pour éviter que les corps en décomposition contaminent, en fait, les cours d'eau. Donc, on a même fait ça au Québec. Ça dépend vraiment. C'est là que vous savez si vous avez une église récente. C'est souvent pour ça aussi que dans certains villages, certaines communautés, il y a deux cimetières. Le vieux cimetière, ben vieux, puis le nouveau cimetière qui est venu avec une église plus récente où là, ils sont collés ensemble. Mais tu dis qu'au Québec, on a eu un historique d'incendie d'églises. Comment ça, j'étais pas au courant de ça? Ben, je veux dire, t'as beaucoup d'églises qui ont été incendiées parce que, bon, on a eu beaucoup de chapelles et d'églises qui étaient en bois, ou même si elles étaient en pierre, souvent, bon, que ce soit l'isolation, bon, on utilisait quoi? On utilisait de la ripe, du crin de cheval, des choses comme ça. Tu penses au séminaire de Québec qui a brûlé, je sais pas combien de fois, différents bâtiments avant le 19e siècle, puis les murs coupe-feu, là. C'est sûr que, oui, on a plusieurs églises dans les anciennes, tu sais, qui n'existent plus aujourd'hui ou qui ont été rénovées parce qu'il y avait eu un incendie, c'est assez commun. Dans l'hygiène, il y a plusieurs volets. Donc, il y a le volet hygiène personnelle, mais il y a aussi le volet hygiène des villes. Donc, tout ce qui est, justement, système d'égout, système d'épuration. Comment ils vivaient ça dans des métropoles comme Paris ou Londres? Ah, ben Londres, il a fallu la grande puanteur au tournant du 19e siècle pour qu'on fasse construire le grand égout de Londres, qui a inspiré le grand égout collecteur de Montréal après l'épidémie de choléra en 1832. C'est quoi la grande puanteur? On dirait le nom d'un film d'horreur. Mais c'est vraiment comme ça, là, en anglais, c'est The Great Sting. La grande puanteur, c'était au tournant du 19e siècle, c'est que la Tamise en est venue à être tellement polluée de plein de choses que ça sentait
c'était épouvantable dans toute la ville de Londres, parce qu'on s'entend que c'est dur contourner la Tamise à Londres, tu sais, je veux dire, elle domine le paysage, comme le Tibre a dominé Rome à une certaine époque. Ils vont d'ailleurs s'inspirer de l'égout de la Rome antique, la Cloaca Maxima, pour le faire, cet égout-là. Les Romains avaient pensé à ça, eux, dans le passé. Alors, à Londres, au tournant du 19e siècle, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'à un moment donné, les gens déversent tout dans les ruelles, ça s'écoule vers la Tamise. C'est l'époque industrielle, donc les premières usines sont installées toujours près des cours d'eau parce qu'on a besoin de l'eau pour les machines à vapeur, pour la mécanisation, etc. Mais on rejette à peu près tous nos déchets aussi dans la Tamise. Dans le secteur de Whitechapel, où sévissait Jack l'Éventreur, qui est un quartier ouvrier très, très pauvre, ben c'est le secteur qui puait le plus d'emblée parce que c'est là qu'on avait les tanneries. Bon, la tannerie, avant même l'arrivée des produits chimiques, on peut penser même à le Vieux-Port, à Limoilou, tout ça à Québec, on utilisait de l'urine et du soufre pour faire tomber les poils des peaux pour pouvoir, après ça, travailler le cuir. Mais ces liquides-là de macération étaient jetés où? Dans l'eau, dans la Tamise ou dans le fleuve Saint-Laurent à une certaine époque. Et puis l'odeur de tout ça devait être épouvantable. Et puis surtout que il devait pas prendre 2 cuillerées, là, tu sais, ça devait y aller à grands jets. C'est des barils. Et arrivent au même moment les premières toilettes qui flushent dans les grands palais, les grandes résidences, avec Alexander Cumming au début du 19e siècle, suivi de, il y avait le nom prédestiné, Thomas Crapper, parce qu'en anglais, de la crap, qu'est-ce que c'est? Bon. Qui vraiment vont tous les deux contribuer là, à la toilette en porcelaine avec le système de drain et tout ça qui permet avec de l'eau d'envoyer un jet d'eau qui va s'en aller. Et ça, ben là, à un moment donné, quand il n'y avait pas les gros égouts, c'était aussi un problème. Ça s'en allait directement dans la Tamise ou même ça se teignait en dessous puis ça se sentait. Fait que c'est la grande puanteur de Londres et c'est là que là, on va exiger très vite aux ingénieurs de penser une façon d'avoir des égouts pour éviter que tout ça soit air ouverte. En fait, ce qu'on veut, c'est que ce soit en dessous pour que ça sente moins fort. Et c'est comme ça qu'on va très, très rapidement dessiner les plans du Grand Égout de Londres, qui, comme je disais, va inspirer aussi celui de Montréal, qui va commencer à être construit. Là, on le voit aujourd'hui, Pointe-à-Calière le met en évidence, le grand égout collecteur du 19e siècle. Mais 1832-1834, avec le choléra, on voulait pas d'eau stagnante, on voulait pas qu'il y ait de déjection humaine qui stagne parce qu'on savait que ça contribuait à la propagation du choléra. Donc, si on compare l'épidémie de choléra au Québec à d'autres, j'ai déjà dit, tu sais, je pense à Trois-Bières et tout ça, tu sais, que ça n'a pas été la pire des épidémies, mais on a réussi aussi à la limiter, même s'il y a eu quand même beaucoup de morts. On comprenait mieux le principe, par contre, de contagion. Donc, ça a donné lieu à un grand égout collecteur du côté de Montréal. Mais donc, le premier design, c'est Londres, et il a été inspiré directement du seul gros égout fonctionnel qu'on connaissait, qui était celui de Rome, qui avait été construit à l'époque de l'Antiquité, parce que les Romains, eux, utilisaient l'eau partout. Ce sont les inventeurs des gros aqueducs par gravité. Ce sont eux qui ont compris que l'eau usée devait pas être à la surface, devait être souterraine pour éviter justement les odeurs et que par gravité, ça ne stagne pas, donc ça ne pue pas. Donc les Romains étaient, quand on y pense, beaucoup plus propres qu'une bonne partie de siècles qui vont suivre, surtout en ce qui concerne justement l'hygiène publique des villes. Ouais. C'est ce que j'allais dire, comment ça s'est perdu? Tu sais, si les Romains avaient tout ça, comment ça s'est pas propagé? En Occident, le problème, parce qu'encore une fois, il y a toujours une différence entre l'Occident et l'Orient. L'Orient, c'est des secteurs, tu sais, quand on pense, si j'ai parlé de l'Inde, de la Chine, l'hygiène est vraiment très développée. Le Japon, je veux dire, le pays isolé par excellence, c'était les plus propres des propres. Là. Si on comparait à l'Europe, je veux dire, les Japonais étaient terriblement propres. On parle comme au 16-17e siècle. 16e, 17e, 18e, même avant, au Moyen-Âge, les Japonais, tu sais, le bain chaud, tu sais, ça a toujours été important. Quand les Européens qui accumulaient la crasse pour pas qu'il y ait de maladies qui passent par la peau, un Japonais aurait comme fait « Oh, fuck! » Quelle horreur! Mais donc, en Occident, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin de l'Empire romain d'Occident, donc quand les populations dites barbares, donc les peuples, les clans en fait, entre autres les populations celtiques, les populations qu'on peut appeler germaniques, maintenant on les met toutes pas mal dans le même tapon, dans le même paquet. Ces gens-là, quand on délaisse de plus en plus Rome au profit de Constantinople, qu'il y a moins de protection et qu'en 476, on retourne même les insignes impériales à Constantinople, donc Rome s'effondre, elle est prise par les populations barbares. Ces gens-là n'ont aucune idée de comment fonctionnent des aqueducs, n'ont aucune idée, en fait, de comment fonctionne toute la tuyauterie hydraulique que les Romains ont mis en place avec leurs ingénieurs. Ces gens-là ne seront plus là. La dépopulation de Rome est spectaculaire. D'ailleurs, dans les années 500, je veux dire, on est passé d'une ville qui a déjà eu 1,5 million d'habitants à quoi, 20 000 rendus
rendu dans les années 500 parce que Rome n'est plus Rome, là, je veux dire. Donc, il y a une dépopulation majeure. Donc, tout ça tombe en ruine parce qu'il y a personne qui sait comment les faire fonctionner ou les utiliser. L'égout est là. Mais il est pas entretenu. Mais il est encore là aujourd'hui. Il y a des portions, en fait, de la Cloaca Maxima qui sont encore utilisées, là, tellement c'était bien fait côté maçonnerie et tout ça, là. Sauf qu'on savait plus comment les utiliser. Donc, le savoir de l'eau c'est perdu et c'est ce qui donne l'impression que le Moyen-Âge était sale, mais pas tant. C'est la peste qui a rendu le Moyen-Âge sale avec la peur de l'eau parce qu'avant la peste, il y avait quand même beaucoup de bains publics dans les grandes villes au Moyen-Âge. Ce qui fait que si les gens justement habitaient en ville, pas en campagne, la campagne n'est pas un problème en fait côté hygiène parce que tu as souvent accès à des cours d'eau, tu as de l'air frais, t'es vraiment pas dans la même situation, tu sais. Mais c'est sûr que dans les milieux urbains, c'est une autre chose à cause de la densité puis du manque d'accès à l'eau et c'est pour ça qu'il y avait des bains publics dans beaucoup de villes et après la peste, on avait tellement peur de l'eau que la plupart de ces bains-là vont être fermés et ça va donner cette idée que le Moyen-Âge est une période sale. Mais en fait, c'est plutôt l'époque qui suit. Donc, Renaissance, époque moderne ont été encore plus crottées, si tu me permets l'expression, que l'époque médiévale. Je veux faire une parenthèse sur les bains publics parce que un bain public, dans ma tête, là, c'est juste plein de bains sur pied, cordés, puis tout le monde embarque dans un bain puis se lave. Je me doute que c'est pas ça, mais c'est l'image mentale que je m'en fais. Comment ça fonctionne? C'est plus des piscines. C'est des piscines. C'est un peu comme le hammam. C'est comme les termes des Romains. Tu vois, ça, c'était resté. Donc, c'est l'idée souvent que, tu sais, ils vont avoir moins de rituels de type spa que les Romains, mais ça va rester que tu peux avoir des bassins d'eau chaude puis des bassins d'eau plus froide aussi pour des fois, tu sais, te ressaisir un peu. Et c'est des endroits où tu peux te laver. On estime que la plupart du monde dans les villes au Moyen-Âge où il y avait des bains publics, et là où il y en avait le plus, c'était l'Allemagne. Ce qu'est l'Allemagne actuelle, en fait, ces territoires-là. Les gens allaient prendre au moins des gros bains une fois par semaine, ce qui est bon pour l'époque. Je veux dire, il faut dire que les gens s'essuient quand même ou se lavent ou s'épongent à la serviette. Oui, mais cette serviette-là a été lavée combien de fois? Ah, là, ça, c'est une autre chose. D'où pourquoi l'importance du vin blanc. Du vin blanc? Oui, il imbibait ça d'alcool il avait compris que l'alcool était un désinfectant. Il comprenait pas le principe actif de l'alcool, mais c'est la raison pour laquelle autant les enfants allaient en boire à l'époque d'Élisabeth, pourquoi Louis XIV se faisait laver tous les matins avec une serviette imbibée de vin blanc. C'est qu'on savait que ça enlevait les odeurs. Il y avait quelque chose, une propriété antiseptique qu'on n'arrivait pas encore à identifier nécessairement. Mais même dans les produits de nettoyage, laver des maisons et tout ça pendant longtemps, on lavait avec essentiellement du jus de citron puis du vin blanc, là. Pas du vinaigre, là, du vin blanc. On peut utiliser du vinaigre aussi, mais le vin blanc était vraiment l'agent nettoyant par excellence. J'irais pas à SAQ m'acheter une bouteille de vin blanc pour me laver, là. Non, mais tu sais, on s'entend que c'était des productions locales. T'es en Europe, plus facile de produire du vin aussi, puis je veux dire, c'est souvent pas le vin que t'allais boire. J'appelle ça du torboyau. C'est ça, c'est pas, tu vires pas une brosse avec ça. Non. Puis, est-ce que, si je veux revenir là au nettoyage des villes, tu sais, les éboueurs, j'imagine que c'est pas un métier. Ah, mais la poubelle, ça arrive tard, là. Je veux dire, ça prend un gène poubelle pour avoir l'idée, justement, d'avoir des poubelles publiques pour jeter les déchets et tout ça. Fait qu'encore une fois, avant le 19e siècle, oublie ça. On pitchait tout à terre. Est-ce que c'est vrai que les cochons nettoyaient les villes? Oui, en partie. Les cochons mangeant tout, même les déjections humaines, ça les dérange pas. Fait que, ouais, c'était assez pratique. Le problème, c'est ce que eux rejettent après. Fallait vraiment l'envoyer, tu sais, pour les fertiliser et tout. Parce que là, il faut imaginer que les chevaux, les ânes passent dans les rues aussi puis laissent leurs crottins. Tu sais, Pompéi avait ce problème-là, là, des chevaux puis des ânes. Pompéi, si vous remarquez la ville, c'est un des plus beaux exemples où on voit des trottoirs surélevés pour que tu puisses marcher sans que ton chiton ou ta toge ou autre touche à l'horreur. Ben, s'il pleut pas pendant plusieurs jours puis qu'il y a du crottin de cheval plein d'affaires, tu veux pas piler là-dedans. Fait que si vous regardez Pompéi, vous allez voir là, la hauteur des trottoirs pour cette raison-là. C'est à ça que sert le trottoir. Même s'il pleut, tu veux pas plus marcher là-dedans, là? Ben, après la pluie, au moins, ça s'est nettoyé, mais quand t'es pendant plusieurs semaines sans pluie, dans les gros mois d'été, puis qu'il fait 35-40, on parle de l'Italie quand même, là. Je passe à côté d'un cheval dans le Vieux-Québec qui a son petit sac pour retenir les pommes de route, puis je veux dire, t'es comme... quand il fait chaud l'été, c'est pas l'odeur la plus agréable, là. Donc, les trottoirs ont été inventés par hygiène. Oui, entre autres, pour protéger les vêtements et tout ça, parce que à la Renaissance, surtout en Italie, avant qu'on arrive avec tous ces trottoirs-là, les femmes avaient des espèces de souliers super hauts plateforme, justement pour pas que les jupons traînent dans ce qu'il y avait au sol. Tu sais, le soulier plateforme aujourd'hui, on se dit, aïe, tu sais, personnellement, je trouve que c'est
terrible marcher là-dedans, j'ai aucune démarche, mais c'était beaucoup plus haut que ça, parce que ça faisait en sorte que, entre autres dans des villes comme Florence et tout ça, la Renaissance, ben, les jupons ne touchent pas à terre. C'est toute une évolution, ça se fait pas tout en même temps, tu sais, une ville essaie quelque chose, une autre ville s'en inspire, on est dans l'histoire de l'urbanisme en même temps, qui a sa propre histoire, mais je veux dire, déjà, donc dans l'époque romaine, dans Pompéi nous le démontre, on avait pensé à ça, entre autres, pour qu'il y ait la voie de circulation des animaux, parce qu'il n'y a pas rien de mécanisé, il n'y a pas de moteur, hein, tout fonctionne avec chevaux et ânes et autres. Ça laisse des déchets et tu veux pas piler là-dedans, alors ben, il y a un espace qui est réservé, plus élevé, pour pas que tes vêtements et tes sandales pilent là-dedans. On parle beaucoup de l'Europe, mais tu as effleuré aussi le sujet du Moyen-Orient et puis de l'Orient tout court. Comment ça se passait là-bas? Ben, c'est sûr que, bon, si je pense, mettons, à des pays comme l'Égypte aussi, où c'est très sec, il n'y a pas un gros taux d'humidité, le facteur odeur qui peut être attribué à la décomposition, à la chaleur est moins présent. T'es dans le désert, t'es dans le sable absorbe énormément de choses, tu sais, je veux dire, les premières toilettes, les Égyptiens, ils faisaient leurs besoins dans le sable, tu sais, je veux dire, c'est comme une litière, tu sais, ça a un effet quand même assez masquant. Des odeurs et de plein de choses, ça peut s'enterrer très, très creux. Eux vont garder, quand on arrive avec, bon, les populations arabes et tout ça, ils vont comme utiliser un peu les anciens bains des Romains et ils vont en faire des hammams. Donc, les bains publics sont très présents, que ce soit du côté du Moyen-Orient, mais on va en voir aussi du côté de l'Inde. On va avoir ce genre de lieu pour pouvoir se laver. T'es-tu déjà allée dans un hammam? Je n'ai visité un, oui, au Caire. C'est comment? Ben, c'est très beau, tu sais, je veux dire, surtout quand ils sont là depuis longtemps, tu sais, c'était vraiment un peu dans une architecture de style mosquée, là, tu sais, je veux dire, avec vraiment, tu sais, des super belles incrustations, tu sais, de différentes pierres de couleur, tu sais, c'est très beau, c'est très propre, c'est céramique, ça se lave très, très bien, tu sais, je veux dire, t'as justement les différentes, les bains d'eau chaude, d'eau tiède, d'eau froide, c'est un peu le principe du spa aussi. C'est sûr que aujourd'hui, dans les modernes, il y a des endroits où tu peux aller pour te faire masser, tu sais, je veux dire, c'est très vaste, mais tu sais, pense juste au harem des empereurs moghols en Inde, donc pense à celui qui a fait faire le Taj Mahal, Shah Jahan, tu sais, je veux dire, l'idée de se baigner, donc de prendre un bain, même si c'est pas à tous les jours, c'était très présent, donc il y avait quand même une bonne hygiène. Ceux qui battaient des records de propreté, c'est les Japonais, parce que eux autres, c'était vraiment... c'est un rituel. Toutes les maisons avaient des bains ronds, où on utilisait l'eau chaude, non seulement pour se détendre, mais c'était vraiment important d'être propre. C'est pour ça que c'est un choc d'ailleurs pour les Occidentaux quand le Japon va commencer à s'ouvrir un peu, ce qui est très long, de réaliser cette espèce de culture de la propreté. Tu sais, je veux dire, les maisons sont, tu sais, je veux dire, avec les espèces de petites portes en papier et tout ça, tu sais, t'amènes pas de la boîte là-dedans, là, je veux dire, il y a tout un respect de la maison qui existe depuis très très longtemps, qui fait en sorte que ce sont des lieux qui sont immaculés. Là, je veux dire, c'est terriblement propre une maison japonaise. Là. Et surtout à l'époque où les Européens vont entrer en contact avec le Japon, ça va être la différence avec une maison, mettons, d'Angleterre ou de France. Wow! Même une petite maison très simple, je veux dire, du point de vue de la propreté, ça devait fesser. Mais il en parle dans Shogun, dans le livre. Oui, un peu, effectivement. Oui, c'est vrai, je me rappelle qu'à un moment donné, il se rappelle sa femme. Ça fait longtemps que je l'ai lu, là, mais ça m'a marqué. Mais c'est vrai, je me rappelle qu'à un moment donné, il se rappelle que sa femme, il a laissé sa femme en Angleterre, elle a comme beaucoup de vêtements, puis qu'elle est comme pas... elle se lave pas souvent, genre. Oui, c'est ça, que ça n'a rien à voir. Mais puis je me souviens aussi, là, les premières fois que j'oublie le nom du personnage principal, mais tu sais, qui se fait mettre dans un bain, puis qui se fait laver, puis qui se fait frotter, il est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis que tout au long du livre, il prend goût. Puis là, il devient très habitué, puis même à se questionner de comment. L'Europe ne le fait pas, c'est ça! Mais tu sais, il y a toujours une question d'accès à l'eau. C'est sûr qu'il y a certaines villes qui n'ont pas été pensées nécessairement pour favoriser l'accès intérieur à l'eau. On parle d'eau courante, des choses comme ça, parce qu'on n'a pas le savoir que les Romains avaient. Mais tu sais, je veux dire, alors que les pays du Moyen-Orient, je veux dire, depuis l'Empire perse, les Perses, c'était les champions pour trouver de l'eau dans le désert. Tu sais, pense aussi à Pétra en Jordanie, les Nabatéens, tu sais, sont en plein désert, mais ils ont compris comment faire travailler l'eau et tout ça, au point qu'ils étaient capables en plein désert d'utiliser l'eau pour le plaisir, juste pour avoir des fontaines. Je veux dire, c'est un luxe extrême, là, fait qu'il fallait être très habile. Fait que ça, ce sont quand même des savoirs qui, à un moment donné, se sont perpétués et qui expliquent que il y avait quand même un certain degré
degré de propreté. Mais c'est sûr que quand t'es pas dans une ville européenne où il y a la chaleur d'été méditerranéenne, tu t'enlèves quand même un facteur odeur aussi. Quand c'est sec, ça enlève quand même une partie de l'aspect odoriférant de différentes déjections et autres détritus qui peuvent joncher rues et autres endroits. Ici, au Québec, comment ça s'est passé? Ben, on suit la tendance. Donc, c'est sûr que quand les premiers colons sont arrivés, ils ont de l'air. On n'est pas encore dans des villes et tout ça, juste de défricher, tout ça, c'est pas un enjeu. Il y a de l'eau partout. Le fleuve Saint-Laurent n'était pas pollué. La rivière Saint-Maurice n'était pas polluée par les pitounes de la Drave, je veux dire. Oui, les pitounes de la Drave, hein, important de préciser. Fait que, je veux dire, l'eau est abondante en Nouvelle-France, mais c'est sûr que ce sont quand même des Français qui arrivent avec une notion d'hygiène qui n'est pas celle d'aujourd'hui, donc qui se baigneront pas tous les jours dans les rivières, surtout pas l'hiver quand il fait froid, là, c'est ça. Tu fais de la toilette du matin avec un peu d'eau sur le visage, les bras, tu fais une toilette sommaire, mais c'est sûr qu'ils prenaient pas un bain à tous les jours, surtout pendant les mois d'hiver, donc oui, il y a de la crasse, oui, il y a quand même de ça, mais au départ, comme il n'y a pas une grosse densité dans les villes, t'as pas ces phénomènes d'odeur qui vont plutôt commencer à devenir majeurs à partir plus du 18e, 19e siècle. Là. Et au 19e siècle, ben déjà Montréal, qui est quand même devenue une très grande ville, avec l'épidémie de choléra, comme je te disais, va très vite essayer de régler la question au moins des égouts pour éviter qu'il y ait de l'eau stagnante qui permette la propagation de la maladie. Et il faut dire que quand on arrive, tu vois, en Angleterre, grâce au premier égout, d'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, tout nouveau bâtiment qui était construit sur le territoire du Royaume-Uni devait obligatoirement avoir une toilette qui flush. Ça veut dire bâtiment public, maison, tout ce qui est construit, tout ce qui a un permis de construction après la Première Guerre mondiale, parce qu'on considère que d'envoyer avec l'eau dans les égouts, c'est quand même un facteur de propreté des villes à l'époque industrielle, surtout que là, on se bat contre le charbon et la pollution de l'air en plus. Là, il y a quand même plusieurs facteurs. Ça va être une obligation. On peut dire qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, en Occident, je dirais au moins dans les villes, pas mal tout le monde va avoir une toilette qui flush. Mais c'est tard, c'est tellement tard, là. Ça fait pas longtemps, ça fait même pas 100 ans. Ouais. Mais tu sais, la bécosse, elle est née aussi des épidémies parce qu'on réalisait qu'il y a un problème avec l'eau stagnante pour, entre autres, le choléra. Donc, l'idée aussi de pas jeter le pot de chambre par la fenêtre dans les quartiers ouvriers ou industriels, ça a amené souvent la présence du back-house, la bécosse, pour une toilette sèche parce que, justement, il n'y a pas d'eau stagnante et ça, ben, il y a moins de risque de propagation. Mais la bécosse, ça reste quand même problématique parce que j'imagine qu'il n'y avait pas des gens qui venaient vider la fosse septique. Non, ben, touche au sol, donc c'est un compost naturel. Ta bécosse, c'est un composteur. D'ailleurs, tu sais qu'il y a une tendance à revenir à ça et de peut-être utiliser le fumain, donc qui est du fumier humain pour les champs comme on le fait pendant longtemps. Tu sais, les paysans, pendant super longtemps, ils jetaient les pots de chambre ou ils allaient faire leurs besoins directement dans le champ comme les animaux parce que c'est un engraissant. Les Chinois, dans l'Antiquité, dans certaines villes, dans certaines campagnes, excuse-moi, donnaient les déjections humaines aux cochons parce que ça donnait un double engraissement pour les fleurs. Les champs, ils réalisaient que c'était super bon. J'avais une autre question aussi. Est-ce que ça se peut que le manque d'hygiène corporelle soit un peu en lien avec la pudeur? Parce que, tu sais, pendant longtemps, ils se lavaient pas tout nu. Non, c'est sûr que le maillot de corps, ben, pendant longtemps, dans les campagnes, tout ça, le monde s'en foutait, honnêtement. C'est quand on va arriver avec des classes sociales, avec une plus grande proximité. Tu sais, quand t'es chez vous, dans ta petite maison de campagne, t'as pas un voisin collé, là. La nudité est pas un facteur, là. Tu sais, c'est pas grave, là. Mais c'est sûr que quand t'es en ville, ou dans des établissements, tu sais, je pense aux écoles, des choses comme ça, où, tu sais, il y avait des pensionnaires, ben là, c'est sûr que ça change la donne. Puis, à un moment donné, avec l'embourgeoisement, des classes économiques qui veulent montrer, tu sais, qui sont un peu supérieures aussi, vient la montée du gentleman, de la lady, tu sais, qu'elle fait pas de besoin, elle va pas au tu sais, le cabinet de toilette privée, c'est un peu ça, tu sais, c'est de cacher l'idée qu'une femme puisse faire un numéro 2. Là. Et là, on habille le corps, on cache le corps pour, tu sais, montrer que c'est quelqu'un de respectable, tu sais, il y a une nouvelle vision, justement, de la nudité, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains, mais en plus, on n'est pas juste des êtres humains, on est des êtres humains de la haute société, fait qu'on va en rajouter, tu sais. On va s'oppresser le corps, ça sera pas très très long, hommes et femmes. Fait que tu sais, ça vient un peu avec ça aussi, l'idée de ne pas se baigner nu, mais la peur aussi du contact de l'eau qui est restée pendant très, très, très longtemps. Avoir un maillot de corps, ça empêchait tout ça. Tu sais, c'est psychologique plus qu'autre chose, mais tu sais, ça fait partie des critères par rapport à tout ça. Fait que tu sais, plus tu appartenais à des classes sociales élevées, ben, plus la pudeur augmentait, en fait. Est-ce que c'est vrai que, mettons, une dame de la haute prenait son bain
bain avec une jaquette, là, que j'ai envie de dire. Un maillot de corps, c'est comme ça qu'on va appeler ça. Ouais, dans le fond, qui est comme un espèce de petit... dans le fond, souvent, en fait, ça peut être justement ta robe, l'équivalent comme une petite robe de nuit en coton blanc. Ouais. Puis en fait, ça fait en sorte que l'eau n'entre pas en contact direct avec la peau. Si jamais l'eau est pas super, ben tu sais, on a comme cette impression que ça protège un peu. C'est complètement fake parce que les bras sont dégagés. Mais c'est ça. Ça n'a pas vraiment d'utilité autre que d'essayer de cacher le corps constamment, surtout le corps de la femme. C'est bien important parce que les hommes, eux, avaient le droit de se baigner à poil partout. Là, je veux dire, c'était pas un facteur. Là. Est-ce que le parfum a été inventé justement pour cacher? Masquer! Ouais. Ben oui et non, c'est qu'on aimait les belles odeurs. Ben, tu sais, le parfum, c'est encore une fois, là, il faut que tu fasses une distinction entre l'Occident et le Moyen-Orient. Tu sais, les Arabes ont hérité probablement de l'ancienne Égypte le principe, la base en fait du principe de distillation, puis eux étaient capables de produire des odeurs très très pointues, tu sais, fleurs d'oranger, fleurs de rose, etc., qui sont des parfums qui sont pas nécessairement capiteux. Tu sais, qui sont des parfums doux, mais qui sont partout, qui servent pas à masquer les odeurs, mais plus à... rehausser, peut-être. Oui, voilà, à montrer le respect envers l'autre. Je sens bon. Ça, c'est un peu plus long en Europe, parce que, c'est au cours du Moyen-Âge que les Arabes arrivent vraiment avec le principe de distillation. Le temps qu'ils entrent en contact avec l'Europe, entre autres par l'Espagne, par la conquête des morts de l'Espagne, où ils vont quand même être... les musulmans vont être là pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon finissent par leur botter le derrière et les chasser d'Espagne. C'est quand même long. C'est long, là? C'est en quelle année, ça? 15 la Reconquista, là, c'est de 722 à 1492. Donc, la reconquête de l'Espagne, chrétienne de l'Espagne, ouais, c'est très long. C'est assez long en Europe avant qu'on comprenne le principe de distillation. On n'a pas les mêmes fleurs, on n'a pas les mêmes produits non plus que le Moyen-Orient, mais on peut dire que c'est à l'époque de Louis XIV qu'on arrive avec vraiment la Cologne. Dans ma tête, ça pue de la Cologne. Cologne, là, c'est tellement associé à un adolescent qui est en métro. Tu sais, dans ma tête, mais à l'époque, quand tu es Louis XIV et que tu sens la vieille chèvre, tu en mets. Fait que vieille chèvre mélangée avec Cologne, ça devait être sublime. Alors, si vous aviez déjà eu un fantasme de coucher avec Louis XIV, j'espère avoir mis un terme à tout ça au cours de ce balado. Urk. Surtout qu'en plus, tu sais, il y avait eu des maladies, une opération, il y avait un trou dans le palais, puis quand il mangeait, il y avait des trucs qui sortaient par le nez. Il était pas sexy, Louis XIV. Arc! Pourquoi on parle pas de ça? Pourquoi ils montrent jamais ça dans les films et les Tu veux-tu voir ça dans un film? Tu sais, c'est un peu pour terminer l'hygiène. Tu sais, j'en parle tout le temps dans mes cours, mais moi, ça me fait toujours rire. Quand t'as des films avec des chevaliers en armure, ils combattent toute la journée, là. Et l'armure, là, des fois, quand dans les films, ils montrent comment l'écuyer aide à mettre l'armure, t'es pogné là-dedans, là. Fait que si tu combats toute la journée ou pendant 2 jours, tu vas pas aux toilettes, tu peux pas baisser ton pantalon pour faire tes besoins. Tu le fais où, tu penses? Fait que l'écuyer, le petit jeune à côté, là, qui enlève l'armure, là, il lave les déjections humaines en plus de la sueur du chevalier, là. L'armure, il faut qu'elle soit rincée, là. Fait que, tu sais, moi, je pense tout le temps, il y a une scène qui me tue tout le temps, c'est le nouveau Robin des Bois avec Russell Crowe, OK? Qui a quand même des volets intéressants parce qu'il aborde la Magna Carta, en tout cas, il y a bien des affaires, mais il y a aussi des affaires que je suis comme, oh my God, rendu à notre époque, on aurait-tu pu faire un effort? Fait que là, tu sais, il a combattu, il a sa grosse armure, puis là, t'as Kate Blanchett, tu sais, qui est supposée être son épouse parce que son vrai mari est mort. Vous irez écouter le Robin des Bois avec Russell Crowe pour comprendre cette espèce d'intrigue. Puis là, lentement, mais sûrement, elle lui enlève l'armure. Je suis comme, ma fille, tu te boucherais le nez puis tu ferais certainement pas ça dans la chambre à coucher, là. Non! 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 Fait que, tu sais, je suis comme, arrêtez de rendre ça sexy, enlever une armure, il n'y a rien de plus dégueulasse, en fait. Ben, c'est sûr. Puis en plus, il devait se faire mal aussi, là. Je veux dire, tout en métal, oui, t'es au soleil. Du sang, de la sueur, des numéros 2 et des numéros 1 là-dedans, là. Parce qu'il y a, sur un champ de bataille, je m'excuse, si t'es sur un cheval pis t'as envie de pipi, tu peux pas... Tu fais pipi sur ton cheval. T'as rien pour ben, tu fais pipi dans ton armure, le cheval le sent même pas. Tu sais, je veux dire, t'es en plein combat puis tout ça, tu sais, je veux dire, j'ai vu, c'est quand, à un moment donné, dans un marathon, un marathonien, tu sais, qui était vraiment dans de la haute compétition, puis tu sais, il était sur le bord d'arriver, puis il y a eu une diarrhée, ben, il s'est pas arrêté pour avoir cette diarrhée, il est arrivé à la ligne d'arrivée, là, le short est complètement beurré. Puis il s'est dit, ben écoute, c'est un phénomène humain. Je veux dire, je me serais pas arrêtée pour ça. J'arrivais, fait que tu sais, tout bad. Quand t'es dans le feu de l'action, ben tu sais, si il faut tu y ailles, tu y vas, puis tu nettoieras plus tard. Est-ce que c'est pour ça que comme les petits sachets de sel puis les petits sachets sambon ont été inventés? Ben le sel, c'est plus pour amener quelqu'un qui est comme un peu qui est squeezé dans son corset puis qui a tendance à manquer d'air.
Allez écouter notre épisode sur les seins. Mais les éventails, ça servait à ça. C'était pas juste pour s'éventer. Les éventails, c'était beaucoup aussi pour faire une circulation d'air. Souvent, on va parfumer le petit éventail comme ça, si ça pue. Truc que j'utilisais dans mes amphithéâtres à l'université quand je suivais des cours, puis qu'on était 300, puis que c'était l'hiver, puis qu'il y en a qui avaient sué comme des cochons dans leur manteau d'hiver, puis ils mettaient ça sur leur chaise. Moi, j'étais le banc en arrière dans l'amphithéâtre. Je te dirais que les châles, j'ai trouvé ça très pratique avec une goutte de mon parfum dessus. Parce que moi, je ne pouvais pas débarquer une station avant. J'étais pris dans un amphithéâtre. J'ai des souvenirs assez malodorants. On salue tes anciens collègues de l'école. Oui, surtout l'hiver. L'hiver, quelle horreur. Tu sais, c'est même dans une station de métro, un bus ou n'importe quoi. Ou tu sais, au printemps, quand il pleut puis que c'est la chenoute, tout le monde est mouillé. Là, tu sais, ça, c'est horrible. Si t'as pas de casier à l'université parce que t'arrives de ton appartement, tu t'es fait mouiller dessus, ben ton manteau, il reste là. Fait que ça sent plein de choses. Fait que voilà. C'est des trucs qui ont toujours existé, de mettre une petite goutte de parfum sur l'éventail, sur un foulard, une écharpe, pour pouvoir s'éventer et faire oh, mon Dieu, que ça pue, je vais me mettre le nez dans et voilà. Fait que c'est coquet et utile. C'est quoi les autres odeurs? Parce que là, tu parlais des Arabes avec les fleurs d'oranger, fleurs de rose, et puis là, on a parlé de la Cologne aussi. Ouais, là, on arrive avec l'alcool, tu sais, la Cologne, où souvent l'alcool l'emporte sur la fleur qui peut être distillée. Là. Est-ce qu'il y a eu d'autres odeurs populaires, d'autres odeurs appréciées? Ben, tu sais, ça dépend des époques. Je veux dire, c'est sûr que la France, quand on va réaliser qu'on peut justement distiller des odeurs, la rose de Gasse, tu sais, sont parmi les plus populaires, tu sais, c'est dans la base du numéro 5 de Coco Chanel et tout ça. Ben, Chanel, qui est la première à créer un parfum de synthèse, hein. Au lieu d'avoir une odeur, de mélanger plusieurs odeurs, dont des odeurs synthétiques, quand ça arrive, c'est une des premières à l'avoir fait avec numéro 5, là, qui est vraiment un des premiers parfums de synthèse. Fait qu'avant ça, ben, tu sais, c'était de la distillation d'une ou deux fleurs. Donc, ça dépend où tu étais. Magnolia a toujours été très, très populaire. Mais tu sais, la rose, les différents types de roses ont beaucoup dominé parce que ça se distille quand même relativement bien. Le jasmin, tu sais, c'est des odeurs qui ont toujours été très populaires. Le jasmin en Asie en particulier, tu sais, c'est un parfum qui domine. À un moment donné, on va comprendre comment le faire avec le lilas et des fleurs qui sont dans les mêmes catégories, la violette, etc. Tout part pas mal toujours des fleurs pour après ça se complexifier. Oui, puis c'est sûr que quand arrivent les premières la chimie au 19e siècle, c'est là qu'on va comprendre qu'on peut recréer certaines odeurs ou certaines couleurs en laboratoire grâce à la chimie. Et c'est comme ça que Coco Chanel se dit, ben là, je vais faire un parfum avec beaucoup d'odeurs mélangées, dont des odeurs synthétiques, donc produites en laboratoire. Et ça donne numéro 5. Fait qu'il ne sent pas la même chose sur qui que ce soit. Tu mets 5 femmes qui sont côte à côte, mais leur Chanel numéro 5, il n'y en a aucune qui sent la même affaire. Moi, je sens la tourtière. Toi, tu sens la tourtière. Ah oui, il vire sur moi, je suis pas faite pour porter Chanel numéro 5. Mais ça sent quand même bon, la tourtière. Moi, j'ai besoin de porter des fleurs, vraiment des parfums là, de fleurs. Quand il y a trop d'épices, ça ne marche pas sur ma peau. Je suis pas faite pour porter ça. La vanille, je ne porte pas ça bien, le sucré. Non, c'est un tranche de vie personnelle, désolée, là, mais voilà. Mais c'est quoi ton parfum? C'est quoi ton parfum? J'en ai 3, mais celui que je porte depuis très, 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 très longtemps, parce que tout le monde dit, mon Dieu, que sur toi, ça sent très bon, c'est, je porte, en fait, Champs-Élysées de Guerlain. Ouh! C'est mon classique. Moi, je porte du déo, de la poudre de bébé de Dove. Voilà, c'est ça mon parfum. Ça sent très bon aussi! Mais non, c'est ça. Oui, quand j'ai découvert ce parfum, j'ai vu à quel point tout le monde me disait que je chantais bon avec ça. Puis même moi, quand je me sens, je suis comme, c'est moi. Tu sais, quand je reprends un foulard. Ok, t'as porté déjà. Je le sens. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est mon odeur. Là. On est dans le très floral. Moi, ma mère apporte depuis toujours Alfredson et cette odeur, elle est associée à ma mère. Même quand je suis à la pharmacie puis que je le sens, tout de suite, je suis comme apaisée. Je suis comme, ah oui, ça, c'est ma mère. Le pouvoir des odeurs. La mienne, il faut dire que la ménopause, des fois, ça apporte des changements hormonaux qui font que certains parfums ne font plus, là. Mais la mienne, avant ça, a longtemps porté Oscar de la Renta. Puis quand je sens ça, moi aussi, dans les allées, je suis comme... Oh wow! C'est l'odeur de quand j'étais petite puis que je me collais sur ma mère. Ben oui, il y a ça. Alors que ma grand-mère, je l'associe à l'eau de Javel. Oh. Elle lave encore sa maison à l'eau de Javel. Elle a toujours une petite bassine avec des barbouillettes d'eau de Javel pour quand il y a quelque chose, ben, elle désinfecte avec ça. Fait que de l'eau de Javel diluée, pour moi, ça sent le propre, ça sent ma grand-mère. Tu sais, voilà. Bienvenue dans le monde des odeurs. Eh oui! Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter sur l'hygiène corporelle, l'hygiène des villes? Écoute, je suis même passée avec des armures crottées. Je pense que j'ai fait le tour. Pour aujourd'hui,
je pense qu'on a assez processé tout ça. Excusez-moi, je fais exprès pour enlever mon style radio-canadien, là, mais donc, cogiter tout ça. Il y en a en masse dans cet épisode pour réfléchir. Vraiment! Et moi, là, mais ça me fascine! Je suis absolument fascinée par l'hygiène parce que je trouve que c'est toujours le côté qu'on met de côté, justement. Ben, ça fait partie des grands tabous avec la mort, avec... Ben, puis on n'a même pas parlé de, tu sais, des guerres, là. Mettons la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, dans les tranchées et tout, ça devait pas... Ah, c'était dégueulasse, hein. Pas pour rien que les rats étaient très, très présents. Et heureux, sûrement. Terriblement heureux. Evelyne, merci énormément, encore une fois, de nous avoir partagé ce savoir odorant. Oui, mais là, ce sont des savoirs de base. Hein. Tu sais, je veux juste rappeler quand même que tu me vois, là, sur écran, j'ai jamais de notes. Tu sais, je vois un petit peu quand même, on fait ça de manière très, très détendue, là. Et oui, on n'a même pas parlé du savon. Ah là, évidemment, vu qu'on finit l'épisode... Ça, c'est un autre volet. On parlera de savon à un moment donné. On y reviendra au savon. Mais donc, on va conclure. Evelyne, merci beaucoup. Ça fait plaisir! Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Bye! Bye bye!